TED. Voilà. Ok, super. Bon, donc, ça commence l'enregistrement. Et là, juste... Alors, tu peux dire quelques mots si tu veux, parce qu'il y a un vide, Cathy. Je suis en train de chercher mon message. Alors, là, je vais... voilà. J'arrive pas à retrouver mon petit mémo de l'auteur, mais c'est pas grave. On va juste... Voilà. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mon image ne bouge plus. Elle bouge plus. Ah oui, c'est vrai, tu es bloqué. Attends, je vais arrêter la vidéo, puis je vais la remettre, on verra. Oui, oui, comme ça, puisque tant pis, ça a commencé l'enregistrement, mais tant pis, on... Je remets. Ben voilà, ça y est. Ça remarche, c'est parce Ouais. que tu bouges. Ouais. Alors, donc, on est combien pour le moment? On est 16, c'est bien. Voilà. Ok, j'ai retrouvé mon petit mémo, mais il n'y a pas grand-chose, on va le... Voilà, Zéro est né le 13 mai, est une écrivaine israélienne. Bon, est née, voilà, hop là. Donc, il est 10h02, on a l'impression que le temps s'écoule vite, mais quand on a... voilà, ok, je l'ai. Je ne vais pas tout lire, mais bon. Vas-y. Ok, alors, en 16, on va commencer quand même. D'abord, je vois tout de suite qui est là. Hop, et on commence, hein. Nos copines ne sont pas là, tant pis. Ah, Chantal est là, c'est sympa. Ah, il y a quand même une qui est là. Bonjour Chantal. Allez. Bon, alors on commence quand même. Bonjour tout le monde. C'est fou ça. Donc, Cathy Bénichou va nous présenter le livre de... Donc, on va... J'arrive jamais à le dire. Zerouia Chalev, Stupeur, qui est un très très beau livre. Je ne veux pas en dire plus, elle va nous en parler. Cathy, donc tu veux que je précise que tu l'avais lu au début. Tu avais... Ouais, je vais Voilà. le dire peut-être. Voilà. Je Voilà, vais le dire. exactement. Et donc, je présente rapidement Zerouia Chalev, qui est née au kibbutz Kinneret, elle grandit à Beth Berl, près de Kfar Saba, avant de venir étudier la Bible à l'université hébraïque de Jérusalem. Elle a baigné dans une atmosphère où l'écrit de la littérature était valorisé au plus haut point et au plus haut, niveau. Sa famille compte plusieurs écrivains. Et donc, on rappelle que son oncle, ben dis donc, je lis trop vite, son oncle est le poète Yitzhak Shalev et son cousin, l'écrivain Meir Shalev. Donc, je laisse la parole pardon, à Cathy. J'ai beaucoup bégayé, mais c'est pas grave. Et on y va. Allez. Bonjour Alors, bonjour tout Cathy. le monde. Bonjour tout le monde. Donc, j'avais choisi de parler de ce livre quand j'en ai parlé à Peggy parce que je l'avais lu fin août, début septembre. C'est un livre qui est sorti au mois de juin 2023 et en français. Hein, il est sorti avant en hébreu, mais en français en juin 2023. Et moi, je l'avais lu fin août, comme ça. Et bon, j'avais trouvé ce livre formidable, très bien, profond, etc. Donc, j'en ai parlé à Peggy. Elle m'a dit, d'accord, présente-le. Et quand je l'ai relu le week-end dernier, ben, j'ai trouvé un livre tout à fait différent. Parce que peut-être entre mon fin août où je l'avais lu et aujourd'hui, il s'est passé le 7 octobre. Et donc, mon regard sur ce livre n'était plus du tout le même. Donc, d'un côté, ça prouve la valeur de ce livre. On peut en faire des lectures multiples. Et ça prouve aussi que quand on lit un livre, eh bien, notre état d'esprit et la situation autour de nous influencent bien sûr notre lecture de ce livre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce livre.
et on en parlera à la fin. Voilà, donc Cathy, c'est à nouveau, tu es bloqué, hein? Donc tu veux rééteindre le Zoom, rallumer ou tu parles comme ça? C'est pas gênant pour nous, hein? C'est comme tu veux. voilà, j'éteins, je Et remets, voilà. voilà. Voilà, Voilà. je comprends pas. Bon, allez, Bon, moi, vas-y, excuse-moi. bon, voilà. Donc, alors, c'est l'histoire de deux femmes qui, au départ, n'ont rien en commun et qui vont se retrouver liées à cause d'un homme. Alors, qui sont ces deux femmes? Il s'agit d'abord de Rachel, une vieille femme de 91 ans, qui habite à Ma'ale Adumim, un quartier un peu à l'extérieur de Jérusalem. Elle est veuve et elle a deux garçons qui sont déjà âgés. Et, et il s'agit aussi de Hatara. Hatara, qui habite à Haïfa, qui a la cinquantaine, pardon, qui a la cinquantaine, qui travaille dans la rénovation de bâtiments anciens et qui est mariée à Sander et qui a un garçon et une fille. Donc, le roman est constitué de chapitres qui d'abord parlent de Hatara, ensuite de Rachel, on revient à Hatara, ensuite à Rachel. On va essayer un peu de rendre cela un peu plus compréhensible. Dès le début, on rencontre Hatara au chevet de son père mourant. Son père, c'est le célèbre professeur Menachem Rubin. Menachem dit Mano. Menachem veut dire consolation en hébreu. Donc, il la prend pour une certaine Rachel. Elle est là à son chevet et il lui dit des paroles très surprenantes. Tu es si belle, que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont ceux d'une colombe derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du mont Gaalad. Je ne t'ai pas trahi, Rachel. Je n'ai pas eu d'autre femme. J'ai tenu ma promesse. Puisses-tu me pardonner, Rachel, moi qui de mes propres mains ai creusé notre tombe. Tout ce qui est mien est tien, tout ce qui n'est pas mien est tien aussi. Donc, Rachel est profondément surprise. Et c'est là que peut-être on peut C'est pas essayer Rachel, de... Cathy, pas Rachel. C'est Non, Atara. Atara est profondément surprise. Et c'est là qu'on peut retrouver peut-être le sens du titre du livre, Stupeur. Stupeur. Elle est vraiment en état de stupéfaction. Mais il faut bien savoir que le titre original du livre, c'est Plia. Et autant dans stupeur, ça a un terme un peu négatif, parce que dedans, on retrouve le terme peur. Mais dans Plia, il n'y a pas ce sens négatif. On retrouve au contraire les racines du mot pélé, qui veut dire miracle. Donc Plia, c'est plus une surprise, mais pas forcément une mauvaise surprise, comme dans le mot stupeur. Donc là, je pense que c'est important de le dire parce que c'est la série de stupeurs qu'on va rencontrer au cours du livre. Eh bien, peut-être qu'en fin de compte, elle va aider ces deux femmes à se construire et à avancer dans la vie. Donc, mais on y reviendra. Donc, Atara est vraiment est vraiment stupéfaite. Elle n'a jamais entendu son père parler d'une voix si douce, si tendre. Au contraire, Atara était une enfant très mal aimée. Son père était très dur avec elle. Quand il prenait des crises de colère, il pouvait lui tirer les cheveux tellement fort qu'il lui arrachait les cheveux. Et après, elle avait des plaques blanches sur la tête qu'elle était obligée de cacher quand elle allait à l'école. Et quand il était aussi très en colère, il pouvait la jeter dehors de la maison, la laisser dehors, dans le froid parfois, pendant des heures. Et elle devait attendre qu'il l'autorise à rentrer dans la maison. Donc, elle n'a jamais connu son père sous ce jour-là, avec une voix si douce. Elle a, sa mère et sa sœur, qui a 2 ans de moins qu'elle, ne l'ont jamais soutenue. Elles se sont toujours soumises à son père, toujours rabaissées. Et Atara, par contre, était un peu une enfant rebelle.
Et le soir, avant de s'endormir, elle priait même pour que son père meure. Donc, ça a créé en elle un véritable traumatisme qui va la poursuivre toute sa vie. Donc, dès qu'elle pourra, elle va quitter la maison, en particulier le jour de son anniversaire de ses 20 ans. Elle organise une grande fête à la maison en pensant que son père est absent. Or, son père rentre plus tôt que prévu et va lui faire un scandale. Et face à ce père va se dresser un jeune homme qu'elle connaît peu, qui est venu avec d'autres amis à son anniversaire. Ce jeune homme, Doron, va la défendre. Pour la première fois de sa vie, elle va avoir quelqu'un qui va prendre sa défense. Et donc, elle quitte la maison. Et peu après, elle va épouser Doron et aller vivre avec lui à Haïfa, où elle va étudier au Ternion. Elle ne renouera avec ses parents que lorsque sa fille Abigail va naître, mais surtout, elle renouera avec eux quand ses parents seront vieux et malades. Et encore, ça va rester des relations très distantes. Donc, quand le livre commence, Atara a divorcé de Doron. Il y a 25 ans et elle s'est remariée avec un certain Sander, le diminutif d'Alexander, qui a 14 ans de plus qu'elle et qui est très beau. Elle nous parle souvent de sa beauté, très sûr de lui, professeur à l'université. Elle l'a rencontré pour la première fois en tant que client. Elle était partie avec une amie architecte qui devait rénover une maison ancienne pour des clients qui venaient de l'acheter. Et intéressée par cette maison ancienne, elle a accompagné son amie. Et qui était ce couple qui voulait rénover cette maison? Une Américaine et son mari, qui avait un petit garçon. Et dès qu'elle entre dans le salon de cette villa, le mari qui était là, assis sur le rebord d'une fenêtre, tombe pratiquement de rebord de cette fenêtre. Et c'est un coup de foudre réciproque. Un coup de foudre, une passion extraordinaire. Un tel coup de foudre qu'ils ne vont pas hésiter, alors qu'elle a une petite fille de 3 ans et que lui a aussi un petit garçon, Yoav, ils ne vont pas hésiter à briser cette cellule familiale qu'ils avaient construite et dans laquelle ils se sentaient, et l'un et l'autre, plutôt bien. Ils n'avaient pas de reproches à faire à leur conjoint. Mais ce coup de foudre va leur faire tout oublier. Tout oublier, et donc ils vont briser ces cellules familiales et essayer d'en construire une nouvelle. Mais construire une nouvelle famille recomposée, ce n'est pas si facile. Surtout qu'après la naissance de leur fils, 1 an après leur mariage, ils vont avoir un fils, Éden, qui veut dire paradis en hébreu. Et Atara va beaucoup plus se conduire en tant que mère qu'en tant qu'épouse. Et ça ne va pas plaire à Sander, qui est assez narcissique, qui aime qu'on s'occupe de lui, qui a envie d'avoir sa femme pour lui tout seul. Et en fin de compte, au lieu de construire une seule grande cellule familiale, ils vont construire 3 petites cellules familiales. La mère et sa fille, le père et son fils, et elle et lui avec leur nouveau fils, Éden, leur enfant paradis. Et il va y avoir en vérité 3 cellules familiales au lieu d'une grande cellule familiale. Les 2 enfants des premiers mariages vont très mal prendre ce remariage et ne feront rien pour aider à la construction d'une nouvelle cellule familiale. Donc, peu à peu, va s'installer entre Atara et Sander des reproches, des rancœurs, des piques. Même leurs rapports physiques se font plus rares et pesants, comme une obligation un peu. Donc, ils n'ont plus de lien commun entre eux.
Et c'est ce que nous dit Attara. Donc, je vais vous lire ce qu'elle dit. Depuis peu, elle se rend compte à quel point leurs conversations quotidiennes se sont détériorées. À supposer d'ailleurs que l'on puisse qualifier de conversation la manière dont ils lancent leurs remarques dans l'espace commun. Elle dit par exemple, tu n'imagines pas quelle dispute je viens d'avoir avec l'entrepreneur. Et lui marmonne en retour, scotché à son ordinateur, on m'invite de nouveau à un congrès à Bristol, mais ça ne me tente pas. Autant de phrases qui volaient entre eux, en parallèle, sans se croiser. Ou bien il commence à parler, mais ne prend pas la peine de formuler sa pensée jusqu'au bout. Dis-moi, puis il se tait. Et elle n'insiste pas pour connaître la suite, préfère retourner vaquer à ses occupations. Donc, l'amour-passion qu'ils avaient les premières années, peu à peu se dissolve dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Il n'est pas exactement ce qu'elle attendait, elle n'est pas exactement ce qu'il attendait. Donc, ils vivent ensemble encore et ils ont encore de rares moments de bonheur, mais ces rares moments de bonheur existent. Mais même leur fils Eden devient une source de conflit entre eux. En effet, Attara a soutenu son fils quand il a voulu s'engager dans les commandos de marine. Sander, lui, était complètement opposé à cette idée. Il pensait que son fils n'était pas bâti pour supporter ce qu'il allait voir dans les commandos, ce qu'il allait vivre dans les commandos de marine. Donc, ils se sont profondément disputés aussi à ce sujet-là. Le fils, Cathy, oui. je te laisse continuer, mais tu nous dis, c'est-à-dire tu as trop avancé, tu nous dis pas Atara, qui est Atara et pourquoi le nom? Ou peut-être tu Non, reviens parce que dessus. ça, je vais le dire plus tard. Ah Là, d'accord. je veux juste présenter Tu Attara veux telle qu'on plus? la découvre au début du roman. Ok. D'accord? Donc, Mhm. on la découvre avec ces problèmes-là. D'accord. Donc, et on découvre aussi son fils, qui a quand même une grande importance Il y dans a le une grande livre. importance. C'est juste. Donc, son fils, à ce moment-là, au bout de 4 ans, a pratiquement fini son service dans les commandos. Il est à la maison. Et on ne sait pas exactement pourquoi il est à la maison. On ne sait pas du tout même pourquoi il est à la maison. Si parce qu'il a eu un congé de l'armée, il est à quelques mois de la fin de son armée. On ne sait pas. En tout cas, les parents le trouvent profondément changé, taciturne. Ils font souffrir d'un traumatisme dont il ne veut pas parler. Et elle nous dit, euh, ils ont suivi la métamorphose de leur fils depuis qu'il a été mobilisé. Élargissement des épaules, gonflement des muscles, visage de plus en plus fermé, vocabulaire réduit, voix devenue monocorde. Il s'éloignait d'elle surtout. Parfois, elle sentait qu'il aurait voulu lui parler comme avant, mais qu'il ne savait plus comment faire. Idem pour elle. Il devenait de plus en plus énigmatique, de moins en moins familier. Et ça, malheureusement, beaucoup de mères en Israël peuvent témoigner de ce changement chez leurs enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut être confronté avec le retour des soldats à la maison. Et j'espère quand la guerre se finira, à ce genre de changement chez nos enfants. Donc, voilà. Donc, c'est à cette période-là que survient la mort de son père et Katara, donc, découvre dans un état de stupeur qu'il n'a jamais oublié sa première femme, Rachel, et qu'en fin de compte, il n'a jamais vraiment aimé sa nouvelle famille qu'il avait construite. Donc, elle engage un détective privé aux grandes dames de Sander, qui est contre cette idée, pour rechercher Rachel. Un an après, elle découvre Rachel et réussit à avoir un rendez-vous avec elle chez cette dernière à Maale Adumim. Donc, Rachel a aujourd'hui 91 ans. Elle a connu Menachem Rubin sous l'occupation britannique. Il faisait partie du groupe Lehi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'était exactement le Lehi ou qui l'ont oublié, le Lehi, c'est le mouvement, ce qu'on a appelé aussi le mouvement Stern.
C'est l'acronyme de Lochamé Erechut Israël, c'est-à-dire combattant pour la liberté d'Israël. C'est un groupe paramilitaire actif qui a existé entre 1940 et 1948, qui a commis de nombreux attentats contre les Britanniques, puis contre les Arabes. En particulier, en 1948, ils ont assassiné Bernadotte. Bernadotte qui avait pour mission de mettre en place le plan de partage de la Palestine. Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, que le gouvernement israélien va dissoudre le LRI. Donc, son premier dirigeant, c'est Abraham Stern, qui est assassiné en 1942. Ensuite, c'est un triumvirat qui va diriger ce groupe, fait de Yitzhak Shamir, Israël Eldad et Nathan Yoli, mort. Donc, c'est un mouvement qui s'est séparé du Irgun en 1941 pour des raisons idéologiques. Donc, un mouvement très actif. Donc, donc, il faisait partie du Lehi, Menachem Rabin, et elle aussi avait été séduite par l'idéologie du mouvement. Ils ont, à cette époque-là, 20 ans tous les deux, et ils espèrent que leurs actions clandestines permettront au peuple juif d'avoir enfin un pays. Ils y croient vraiment. Pour cela, ils sont entrés dans la clandestinité. Ils ont rompu complètement avec leur famille pour ne pas mettre ces dernières en danger. Ils dorment un jour ici, un jour là. Ils font sauter des ponts, des trains, des endroits. Rachel transporte des armes dans tout le pays à l'intérieur d'une poussette. Et ils se rencontrent donc à l'intérieur de ce mouvement. Et 3 ans après avoir fait connaissance, malgré la situation, ils décident de se marier, même s'ils ne peuvent pas vivre encore comme un couple. Un jour, alors qu'ils sont à Jérusalem et qu'ils doivent rentrer à Tel Aviv, et la route entre Jérusalem et Tel Aviv, à cette époque-là, est très dangereuse, Mano, en partant, découvre dans la boîte aux lettres de sa mère une lettre adressée à une jeune fille prénommée Atara, qui habite avenue King George. Mano n'est pas pratiquant, mais pour lui, c'est une mitzvah très importante de rendre un objet perdu à son propriétaire. Donc, tu rappelles Et que malgré Mano, excuse-moi, Cathy, que Mano est le papa de... papa de Atara, enfin, là encore, il n'est pas le papa On d'Atara, ne sait hein, pas on ne sait encore, pas. mais pour On ne sait pas... pas. Voilà. D'accord. Donc, il décide, malgré les reproches de Rachel, parce qu'il fait nuit, la route est dangereuse, il tombe des cordes, il décide d'aller rendre cette lettre à son destinataire. Donc, ils vont traverser la moitié de la ville à pied et ils arrivent chez cette jeune fille qui est en train de fêter son 20e anniversaire. Et rappelez-vous que le scandale qu'a fait le père d'Atara à Atara le jour de son anniversaire, et ils lui remettent la lettre. Ils vont apprendre le lendemain que cette jeune fille partit rejoindre sa mère malade, ce qu'elle avait appris dans la lettre, est montée dans un bus pour la rejoindre et que ce bus a sauté. Un groupe d'Arabes a fait sauter ce bus et qu'elle est morte. Mano, qui a déjà participé à de nombreux attentats, va tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, se sentir écrasé par le poids de la culpabilité. Et il a l'impression d'être un assassin. Et pour protéger Rachel, puisqu'il pense que à cause de lui, il tue tous les gens qui l'entourent, donc il veut la protéger, mais ça, elle ne le comprendra que beaucoup plus tard. Il la chasse de sa vie. Il la chasse de sa vie, mais elle ne l'oubliera jamais. Elle ne l'oubliera jamais, mais comme lui, qui va se marier et devenir père d'Atara, elle va se remarier quelque temps après avoir divorcé de Mano. Elle va épouser un homme qu'il adore
et qu'elle finira elle aussi par aimer, respecter, et dont elle a deux fils, Yair et Amichai. Rachel, à 91 ans, n'a jamais oublié ses compagnons de combat. Et dans le livre, on nous parle beaucoup des actions du Léhi. On découvre un peu cet organisme qui est en vérité en conflit avec la Haganah et le Irgun, mais qui a beaucoup fait pour la création de l'État d'Israël. Donc, elle n'a jamais oublié ses compagnons de lutte qui ont donné leur vie pour la création du pays. Et très souvent, elle répète leur nom, un peu comme une litanie. Un peu comme une litanie. Elle dit par exemple Boaz, Arié, Fatia, Uri, Elchanan, Shlomo, Gdalia, Zvi, Chaim, Uzi, Yosef. Et vous savez comment on les a enterrés? En cachette, comme des voleurs, à la lumière des phares d'une moto qui passait là par hasard. Les morts de la Haganah, eux, étaient enterrés en grande pompe. Impossible d'oublier une telle injustice. Donc, elle a ressassé ça toute sa vie. Et ça a beaucoup handicapé sa fonction de mère. Ses deux fils vont beaucoup en souffrir et vont réagir chacun différemment. Surtout quand elle s'enferme dans une chambre et qu'elle ne répond pas à leur appel, qu'elle s'enferme dans une chambre comme pour se rappeler les moments où elle était emprisonnée. Et d'ailleurs, Amichai va raconter à Tara, lors de leur première rencontre, va raconter comment sa mère se conduisait. Sa mère avait été, durant leur enfance, plus distante, comme enfermée dans un monde à elle. Mon frère aîné a très mal supporté cette ambiance. Mais moi, j'ai accepté ma mère telle qu'elle était. Donc, on voit aussi à quel point les gens qui ont combattu pour le pays peuvent être restés marqués à vie. Et c'est ce qu'Amichai raconte à Tara lors du premier rendez-vous de celle-ci avec Rachel. Mais Rachel est à ce moment-là, elle aussi, en état de stupeur face à ce passé qui lui revient 75 ans après. C'est pas hier, 75 ans après. Elle a 91 ans. Et quand Atara arrive, elle ne peut pas lui parler. Et elle la laisse seule avec son fils. Ce n'est que le lendemain qu'elle va lui téléphoner et qu'elle va demander à Atara de revenir pour lui dire qu'elle a des révélations à lui faire, en particulier sur l'origine de son prénom. Atara ne sait pas du tout d'où vient son prénom. Elle est attirée, elle a envie de lui parler. Et elle décide, alors que son mari n'est pas très bien et qu'il est anti cette deuxième visite, elle décide d'y aller. Et elle prend la route et fait de nouveau le voyage. Carole, n'importe quoi. Cathy, excuse-moi, parce que tu es encore bloquée. Je suis désolée de t'interrompre à chaque fois. Tu peux ou tu continues comme tu veux. On te voit plus. On te voit, mais voilà. Je sais pas ce qui se passe avec. Voilà, coucou. C'est bon, Cathy. Bon, Voilà. voilà. Excuse-moi. Hein. Donc, je sais pas, bon, c'est pas grave. Donc, elle fait de nouveau le voyage entre Jérusalem et entre Haïfa et Jérusalem. Et sur la route, elle reçoit un coup de téléphone de son fils, Eden, qui lui dit que Sander ne va pas bien et qu'il a décidé de l'amener à l'hôpital. Donc, la veille déjà, donc il se sentait mal, il avait vomi, il n'était pas bien. Et Atara lui a pensé et lui avait dit qu'elle pensait que c'était une gastro qui courait en ce moment dans le quartier. Quand elle reçoit ce coup de téléphone, elle hésite. Doit-elle faire demi-tour? Doit-elle les rejoindre? Elle dit à son fils qu'elle va les rejoindre, mais elle ne sait pas encore. Elle est vraiment tentée d'aller écouter les révélations qu'a à lui faire Rachel. Et d'un autre côté, elle sent que bon, elle devrait être avec eux.
À ce moment-là, lui téléphone Rania. Rania, c'est son associée et sa meilleure amie, une arabe chrétienne. Et elle lui dit à cette dernière qu'elle doit rentrer pour aller accompagner son mari, mais Rania lui rappelle qu'il est hypocondriaque, qu'il exagère souvent ses malaises et qu'il n'est pas bien et que qu'elle devrait quand même aller écouter ce que Rachel a à lui dire. Comme ça correspond tout à fait à l'envie de Attara, Attara décide de suivre le conseil de son ami et se rend à Jérusalem. Donc, Rachel lui raconte l'histoire de Attara, de la jeune fille qui est morte en 1947, et donc l'origine de ce prénom. Et bien sûr, elle comprend du coup un peu pourquoi son père avait du mal à l'accepter à elle, mais elle ne comprend pas pourquoi il lui a donné ce prénom qui était si douloureux pour lui. En même temps, elle est très mal à l'aise vis-à-vis de son mari. Donc, elle ne s'attarde pas, elle rebrousse vite chemin et elle rentre chez elle. Chez elle, elle retrouve son mari et son fils. En effet, l'hôpital a relâché Sander en lui donnant des antibiotiques. Elle, donc, un peu rassurée, mais en passant devant la chambre de son fils, elle rentre, elle voit l'ordinateur allumé et ce qu'elle découvre dans l'ordinateur la met en panique, en véritable panique. Elle est stupéfaite de ce qu'elle découvre dans l'ordinateur. Elle découvre que son fils s'intéresse au suicide au sein de l'armée. Et tout d'un coup, elle est envahie d'une peur énorme. Est-ce que son fils, si malheureux, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui n'est plus du tout le même garçon qu'elle connaissait, est-ce que son fils a décidé de se suicider? Donc, elle est envahie par cette peur et du coup, elle prête moins attention au malaise de Sander. Sander qui est très mal, qui est sur le canapé du salon, qui n'a plus la force de monter dans la chambre, qui vomit encore, etc. Bon, elle passe la nuit avec lui. Le lendemain matin, elle voit qu'elle n'a plus d'acamol. Elle demande à sa voisine de lui en amener. Sa voisine vient, voit Sander dans cet état, lui dit qu'il faut absolument le ramener à l'hôpital et lui propose de les ramener. Son fils descend de la chambre à ce moment-là et dit « mais c'est ridicule de partir à l'hôpital, ils vont se moquer de nous là-bas, de revenir si vite ». Et il dit il faut attendre que les médicaments fassent leur effet. Donc, Attara, qui était presque décidée à retourner à l'hôpital, suit l'avis de son fils et reste à côté de son mari. Son mari, tout d'un coup, a un moment où il se sent un peu mieux. Il y a un moment de tendre échange entre eux. Et il lui dit surtout soudain appelle Eden, j'ai la réponse à la question qu'il m'a posée hier. Donc, elle appelle son fils qui est à l'étage. Quand il met du temps à descendre et quand il descend, tout d'un coup, Sander est mort. Il a rendu son dernier soupir. Donc, c'est vraiment un état de stupeur pour la mère et le fils. La mère et le fils ne s'étaient pas du tout rendus compte de l'état dans lequel il était. Ils n'avaient pas du tout compris qu'il était à l'agonie. Ils avaient eu confiance en ce que leur avait dit l'hôpital et ils ne savaient pas. On leur dira après qu'il est mort d'un choc septique. Donc, ils ne se sont pas rendus compte. Et la culpabilité de cette mort va énormément peser, aussi bien sur les épaules d'Attara que pas tellement sur les épaules du fils, mais le fils va se demander, va se torturer, il ne va pas comprendre quelle était la question qu'il avait pu poser à son père et il ne va pas comprendre tout de suite ce que son père a voulu lui dire. Donc, toute la dernière partie du livre, c'est cette culpabilité qui va ronger ces deux personnes, qui ne va plus les quitter. À Tara, ils vont très mal vivre la période des Shiva.
où la maison est envahie par des gens qu'ils connaissent plus ou moins bien, etc. Ils vont très mal vivre cette période. Ils vont le vivre un peu comme s'ils étaient à l'extérieur et qu'ils regardaient des gens s'agiter dans leur maison. Mais même après les Shiva, Atara ne va pas quitter sa chambre, ne va plus se laver, plus s'habiller, très peu manger, va se laisser aller complètement, va laisser tomber son travail. Même son fils, elle ne va pas beaucoup s'en occuper. Donc, elle se fait d'énormes reproches. Elle se reproche de n'avoir pas été. Elle se rend compte à quel point il lui manque et du coup, elle se fait des reproches. Elle se reproche de n'avoir pas été plus conciliante, plus patiente avec son mari. Elle se dit, en principe, elle se reproche de n'avoir pas compris ce qui lui arrivait. Même durant les derniers jours, ils avaient poursuivi leur dialogue de sourds. Lui qui a passé sa vie à dire une chose et son contraire. Mais n'était-il pas l'incarnation des contraires? N'a-t-il pas affirmé qu'il sentait une amélioration? Oui, il a aussi lancé que sa fin était proche, peut-être une question de jours. Mais il a refusé de retourner aux urgences à cause de la clim. Quelqu'un sentant sa fin proche, refuserait-il de se faire soigner à cause de l'air conditionné? Elle a cru qu'il exagérait, comme d'habitude, qu'il se prenait trop au sérieux. Elle lui a dit « Heureusement que tu n'as pas dit que c'était une question d'heure, espèce de chochotte. » Elle lui a ébouriffé les cheveux avec un sourire indulgent. Mais toute chochotte qu'il était, il n'exagérait pas cette fois. Au contraire. Comment aurait-elle pu deviner? Un homme qui va mourir n'a pas cet air-là. Mais à vrai dire, elle n'a aucune idée de l'air qu'a un homme qui va mourir. Donc, elle se fait énormément de reproches. Elle se culpabilise. Et elle a beaucoup de mal à reprendre une vie normale. Rachel va venir la voir pendant les Shivas. Elle va venir parce qu'elle a vu l'annonce de la mort. Le père de Atara était un grand professeur, un grand scientifique. Donc, l'annonce de sa mort est apparue dans tous les journaux. Et elle vient, elle fait le voyage, malgré son âge et sa fatigue, elle fait le voyage accompagnée par son fils, Alors, Amichai. Cathy, je rectifie, tu as dit le père d'Atara, alors que c'est le mari d'Atara, ou j'ai mal Non, compris. non. Euh, L'annonce de la mort. oui, l'annonce du mari de Atara, oui. Donc, elle vient avec son fils Amichai, et Amichai est un disciple du Rav Nachman de Breslev. Et d'ailleurs, tout au long du roman, Amichai va, à chaque fois qu'on le rencontre, il va raconter une histoire du rabbi de Breslev. Une histoire toujours un peu symbolique et qui n'a souvent pas de fin, ce qui énerve sa mère, ce qui va énerver Atara quand il va lui en raconter une, puisqu'il pense que la fin, c'est à nous de la trouver, à chacun d'entre nous de la trouver. Donc, il accompagne sa mère à Haïfa car il pense qu'effectivement, aller consoler des endeuillés est une grande mitzvah. Et effectivement, Atara, qui se sent perdue au milieu de tous ces gens qui viennent pour la consoler, quand elle voit arriver Rachel, elle a tout d'un coup un sentiment de revivre. Elle se précipite vers elle, lui prend la main et ça va la réconforter. Et pendant ce temps-là, pendant que Rachel est avec Atara, Amichai, le fils de Rachel, va avoir une très longue conversation avec Eden, le fils d'Atara. Et Atara promet à Rachel de revenir la voir. Mais 2 mois se passent depuis la mort de Sander. Et un jour, Atara se réveille et sent qu'elle doit absolument prendre une douche, se laver, se changer, changer les draps, tout changer et débarrasser un peu tout ce qui traîne dans la maison, cuisiner enfin pour son fils. Et elle décide de
rester pour déjeuner avec son fils. Elle lui fait le plat qu'il préfère. Et quand elle le voit, tout habillé de blanc, comme était habillé son père au jour de sa mort, elle sent qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Et elle lui demande exactement qu'est-ce qui se passe. Et le fils lui dit qu'après 2 mois de réflexion, il a enfin compris ce que voulait lui dire son père. Et il pense que ce que voulait lui dire son père, c'est que le chemin qu'il devait suivre maintenant, c'était le chemin de la foi. Et qu'il fallait qu'il se tourne vers Dieu. Et Atara est là encore une fois en état de stupeur. Dans cette maison, jamais le nom de Dieu n'a été prononcé. Jamais. Elle et son mari ne croyaient pas du tout en Dieu et ont élevé leurs enfants comme des athées. Donc, elle explose. Elle explose d'une colère énorme qui va surprendre son fils aussi, car il n'a jamais vu sa mère exploser dans une telle colère. Et, elle le traite de tous les noms, elle dit qu'il trahit son père, qu'il trahit l'éducation qu'ils leur ont donnée, et elle refuse absolument de le suivre. Mais elle va peu à peu prendre sur elle, et le lendemain, elle décide de partir. Elle fait son sac. On sent, on comprend qu'elle va rejoindre Rachel. Et avant de partir, elle décide de laisser un mot à son fils. Elle décide d'aller dans la voie de son fils, de ne pas contrevenir à ce qu'il décide de faire. Et elle lui laisse un mot sur la table de la cuisine, où elle lui dit « Que ton chemin te soit salutaire, mon chéri. Puisses-tu arriver sain et sauf à la destination de ton choix. Car du point de vue de Sirius ou même de la Lune, cela ne fera aucune différence. Elle le sait. Que son fils chéri est bourré de talent. Cet enfant paradis perdu danse et chante dans les rues avec les fidèles de Braslav, une kippa blanche posée sur ses cheveux de miel, les papillotes au vent, ou qu'il aille étudier la médecine et l'informatique. La seule chose qu'elle demande, c'est qu'il vive, qu'il soit en accord avec lui-même, que jamais il n'ouvre volontairement la porte entre le pays des vivants et celui des morts. » Donc, le livre s'achève comme ça. Voilà, donc le livre s'achève et elle s'en va. On pense que c'est vers Rachel qu'elle va retourner pour avoir d'autres réponses, d'autres à la vie et comprendre un peu mieux la vie. Voilà donc ce livre qui est extraordinaire à lire. Vraiment, on découvre énormément de choses. Donc, quels sont les thèmes qu'on retrouve dans ce livre? Alors, bien sûr, on retrouve tout au long de ce livre la guerre d'indépendance, ce qui se passait avant, les luttes entre le Lehi, le Palmar, la Haganah, combien c'était difficile, combien ce pays que l'on adore est né dans la souffrance. Comment les gens qui ont combattu pour ce pays en sont restés marqués à vie. Donc ça, c'est très intéressant, et sur le plan humain et sur le plan historique. On retrouve aussi, ce qui est très typique d'Israël d'aujourd'hui, la différence de mode de vie entre de pensée, de mode de vie, de pensée, de société entre Haïfa et Jérusalem. Le clivage qui existe entre les deux sociétés. Clivage qu'on a particulièrement ressenti ces dernières années, malheureusement. Donc, ça vraiment montre la société israélienne avec tous les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très intéressant. Mais on voit quand même qu'à la fin, à un certain moment, ces deux sociétés peuvent se retrouver.
Et on espère vraiment que ce livre laisse une note d'espoir, que ces deux sociétés vont se retrouver. On voit aussi la difficulté du deuil, que ce soit le deuil d'un père, le deuil d'un mari, la douleur que ça entraîne, et surtout le poids de la culpabilité que ça peut entraîner et les reproches qu'on peut se faire après la mort d'un être qu'on a, pense-t-on, mal aimé. Donc, on voit, on voit ça et c'est très, très bien. On voit très bien les sentiments qu'elle éprouve et comment, pendant ces 2 mois, elle va revivre toute leur vie et comment, peu à peu, les choses vont changer et ses idées vont changer. Donc, on voit aussi, bien sûr, la lente dégradation d'un couple. On part d'une passion énorme qui a fait qu'ils ont brisé la vie de leur ancien conjoint, de leurs enfants, et pour cette passion, qu'ils ont tout donné pour cette passion, et comment cette passion, au fil des ans, va peu à peu se dégrader, et comment le couple va peu à peu s'éloigner l'un de l'autre. Donc, ça, c'est un côté assez pessimiste du livre, d'ailleurs. Donc, voilà, donc c'est un livre très riche, très profond, qui peut bouleverser, dans lequel on peut se reconnaître très souvent. Et voilà, donc un très bon livre. Je vous conseille. Écoute, Cathy, il n'y a pas à dire, c'est vraiment superbe. Ce que tu nous as dit, on avait même les larmes aux yeux à la fin. Tu veux le montrer, le livre? Tu l'as, hein? Alors Parce que moi, voilà je le ne l'ai pas. livre. Voilà, Voilà le livre. c'est, voilà, Voilà. super de Chalem. Un très, très beau livre, c'est Très vrai. bon. Bravo. Bravo, Voilà. Cathy, comme d'habitude. Bravo, bravo. Bon, moi, j'ai deux, Merci trois choses beaucoup. à dire, mais je vais laisser quand même la parole si quelqu'un veut, en ouvrant le micro, poser des questions. Voilà, comme je ne les vois pas tous, il faut parler. Chantal, peut-être. Simone, que je n'ai pas Moi, vue d'ailleurs. Ah, j'ai rien, Chantal. on n'a rien à rajouter. Moi, j'ai adoré ce livre aussi. Vraiment, c'est pour moi, c'est le meilleur de cette année. Mais j'ai beaucoup aimé le résumé qu'a fait Cathy, parce Cathy, qu'on oui. on oublie. Mm, mhm. Et non, la question que je me posais, et je voulais regarder un peu sur Internet, pourquoi cette guerre entre le Lehi, la Haganah? Pourquoi, est-ce que tu sais, Cathy, toi, plus de choses? Pourquoi Alors, c'est moi conflit? aussi, j'ai fait des recherches et c'est une recherche idéologique. C'est des divisions idéologiques. Des divisions idéologiques. Au début, le Lehi était d'extrême droite. Et puis, après la mort de son créateur Stern, ils ont eu tendance à se rapprocher. Ils pensaient que s'ils se rapprochaient des Italiens et des Allemands dans les années 40, ils pourraient convenir avec eux que les Allemands laissent partir tous les juifs d'Europe pour qu'ils viennent En 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 Israël et qu'à ce moment-là, les Allemands et les Italiens pourraient convenir avec les Britanniques que les Britanniques laissent entrer les Juifs et ils pensaient comme ça pouvoir sauver des Juifs. La Haganah était contre ce mode de rapprochement avec les Italiens et avec les Allemands. Et puis, à un moment aussi, le mouvement du Lehi s'est rapproché un peu des Russes et du mouvement communiste et donc a quitté un peu la droite et en particulier sous l'égide de Elad qui a été plutôt communiste. Donc, il y a eu comme ça beaucoup de mouvements idéologiques qui ont fait que le Irgun, puisqu'au début, le mouvement Stern faisait partie du Irgun, que le Irgun et le mouvement Lehi se sont éloignés l'un de l'autre et ont rompu les ponts, et aussi sur le mode d'action. Le mode d'action, le Irgun n'était pas d'accord, le Lehi était un peu un mouvement terroriste, il faut bien le dire. Donc, et il n'était pas d'accord avec le mode d'action du Lehi, et la Haganah encore moins avec la Haganah s'opposait, elle, à l'Irgun et au Lehi. Donc, il y a eu comme ça beaucoup
Malheureusement, on sait bien qu'entre juifs, on est peu souvent d'accord sur on est deux juifs, trois idées, et donc voilà, donc il y a eu Voilà. malheureusement des disputes entre eux. Donc, Bravo. ces mouvements ont existé bien avant la création de l'État. Oui, bien sûr, Mais c'était oui, avant. oui, C'était oui, au les moment de mouvements ont 40, bien existé sûr. dès la fin des années 30 déjà. Oh, absolument. Oui. Alors, on revient sur le livre. S'il y a des questions, je voulais simplement dire, par exemple, c'est vrai que l'auteur, dans son roman, reprend beaucoup, en effet, de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, surtout les fils de Rachel élevés, il y a un laïc et un religieux. Et c'est vrai que notre société, finalement, aujourd'hui, c'est ça. C'est un peu cette dispute, cette dissociation, enfin, je sais pas, ces malentendus entre nous. Et c'est vrai qu'elle le rappelle, et ça toujours, et plus encore maintenant d'ailleurs. C'est vrai Oui. que, C'est vrai, tu as raison, Peggy. Et c'est ce que je disais quand je parlais des deux sociétés, du clivage entre ces deux sociétés. Et là, on voit même le clivage au sein d'une même famille, d'une même avec famille. une mère très souvent distante, absente, qui ne comprenait pas bien. L'un s'est tourné vers la religion. Il a revécu, il s'est épanoui le jour où il a découvert le livre des contes de Nachman de Breslev. Et l'autre, au contraire, s'est éloigné d'une telle manière qu'il ne veut même plus visiter sa mère à Malé Adoumim, car il considère que sa mère habite dans les territoires. Donc, on voit vraiment le clivage entre ces deux sociétés. Les deux fils de Rachel représentent vraiment les deux sociétés. Et on va voir ça après, tout à la fin du roman, entre Eden, qui se rapproche d'une société parce qu'il sent que cette société va l'aider, va lui apporter ce qui lui manquait jusqu'à aujourd'hui. Et Atara et Sander, la manière dont ils ont élevé leurs enfants à Haïfa. Et c'est vrai, et là, surtout, encore une question que je me pose dans le livre, pourquoi le père, le père qui au début est le mari de Rachel pendant un an, à un moment donné, donc, Oléchi reçoit ce fameux courrier, va le donner à celle qui va être assassinée dans le bus, qui est Atara, et décide de divorcer. Ça, c'est le mystère. Bon, est-ce que, je veux dire, il a forcé Rachel à aller porter cette lettre quand même, parce qu'il a reçu la lettre au départ, c'est ça. Il reçoit une lettre, il va la porter donc à la destinatrice qui est Atara et qui va mourir dans le bus. Mais pourquoi il divorce au bout d'un an? Pourquoi il divorce? Non, et J'ai pas compris ça. juste après apprendre ça, il continue, et elle et lui, ils sont séparés, ils ne se voient pas souvent. Ils ont chacun des missions au sein du Léhi. Bien sûr. Et elle lui écrit, ils correspondent par lettres. Et quand elle ne reçoit pas pendant 2 mois de réponse à ces lettres, elle se rend, elle sait qu'il est à Jérusalem chez sa mère, elle se rend là, et là, il la chasse, enfin la mère la chasse, en disant il ne veut plus te voir. Plus te voir. Il ne veut plus te voir, et ils ne se Pourquoi? reverront qu'à la rabbanoute au moment du divorce. Et ça, elle ne va pas le comprendre. Et on va le comprendre qu'à la fin, quand Atara vient au chevet de son père mourant, qu'il la prend pour Rachel, à qui d'ailleurs elle ressemble étrangement, Exact. et qu'il lui dit, quand elle veut lui prendre la main, ne me touche pas, éloigne-toi de moi, je tue tous ceux qui s'approchent de moi. Donc tout d'un coup, on dirait que la mort de cette jeune fille Atara dans le bus, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait commis déjà plein d'attentats, il avait sûrement tué plein de personnes déjà, et tout d'un coup, le fait que s'il n'avait pas porté cette lettre à cette jeune fille, elle n'aurait pas su que sa mère était malade et elle n'aurait pas pris ce bus, et bien tout d'un coup, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et tout d'un coup, il a un peu perdu, il s'est vu comme un assassin, comme un tueur, et comme dangereux pour les gens qui l'approchent, et par amour, il a voulu éloigner Rachel.
Voilà, c'est ça. Ça, Donc, elle va le ici, comprendre à la fin. Elle on va le le comprend. comprendre beaucoup plus Et tard. il aura de toute façon toute sa vie l'amour pour Rachel et le regret de s'être Oui, séparés. oui, 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 oui. Mhm. Absolument. Ça, non, non, c'est vraiment un très beau livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser quand même une question? Parce qu'il y a tout le monde, beaucoup de gens qui hésitent. Oui, non, on ouvre le micro, s'il vous plaît. Non, je crois que tu lis tellement bien. Tu décris tellement bien le livre qu'on a tout. Alors, il n'y a plus de questions. Mais c'est vrai que c'est un très, très, très beau livre. Est-ce que Gérard veut, s'il a écouté, veut dire quelque chose ou pas? Est-ce qu'il est là déjà, Gérard? Oui, non, il nous a laissé tomber parce que j'aurais aimé qu'il dise quelque chose. Nadine, tu veux rien dire? Bon, ok. Daniela Tuel non plus. On va parler d'ailleurs de ce livre au comité de lecture mercredi après-midi. Ok, bon, voilà. Donc Allô, j'ai perdu. Peggy? Oui, oui. Ah, Peggy? qui me parle? Oui, non, c'est Nadine? Allô, Nadine? Oui, oui, Na- oui, Oui, vas-y, Nadine, vas-y. oui. J'ai changé de... Parce que comme je dois partir, alors je Ah, voulais... Alors, d'abord, elle raconte merveilleusement bien. c'est vrai. J'ai déjà lu le livre, mais je l'ai encore plus apprécié. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'il me fallait une liseuse, quelqu'un qui me lise les livres. Ça aurait été pratique. Bon, maintenant, quand on parle de la réaction de Menachem, de Mano. On peut comprendre. On voit aujourd'hui de plus en plus le retour des soldats, leur attitude. Euh, on peut être traumatisé par une situation. De là à divorcer, c'est vrai que c'est poussé très loin. De là à s'écarter de la réalité, c'est poussé très loin, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi. Bon, j'ai adoré ce livre aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé. Euh, tout est. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a une autre dimension, ce livre. Oui, Avec c'est ce qui vrai. se passe aujourd'hui, ça a une autre dimension. On perçoit plus toutes ces différences. Maintenant, au sein de la famille, de moins en moins. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai 3 filles et les 3, elles sont de bords différents, que ce soit religieux, que ce soit politique. Et on arrive à faire des tables de Shabbat. Hein. Alors, c'est J'espère pas. bien. Donc J'espère bien. je pense qu'on apprend de plus en plus à respecter les idées des uns et des autres. Et c'est pour ça Oui, on doit lutter pour ça. On doit lutter pour absolument. ça, pour écouter les autres, même s'ils ne sont pas de notre avis, de notre bord. Voilà. Ouais. En tout D'ailleurs, cas, kol hakavod, Cathy. Oui, merci oui. Nadine. Absolument. Merci. D'ailleurs, à la fin, on sait que Rachel va enfin passer le Seder de Pessah avec ses 2 fils, ces 2 filles qui sont vraiment de bords très différents et qui ont accepté de se retrouver pour le Seder en famille. Absolument, Ouais. absolument. Ouais. Voilà. Un très beau livre. Yofi. Ouais, très beau livre. Extra. Salut les copines, Shavua Tov. Shavua Tov, à bientôt, Nadine. Oui, tu veux dire Bonne quelque chose, santé. Chantal? Tu veux dire quelque chose, Chantal? Non, je voulais Non? dire bravo à Cathy, vraiment. Bravo. Oui, qui veut. Ah, Merci. oui, c'est vrai. Ça m'a Elle la permis raconte de très lire, bien. c'est magnifique, magnifique. Oui, Merci, parce qu'on le Chantal. lit différemment et quand on l'écoute, c'est Ouais, vrai qu'on dit, ah oui, c'est vrai, j'ai loupé ce passage. C'est exact. un beau livre. Bon, j'espère que beaucoup vont Absolument. l'acheter. Ouais, Absolument. très beau livre. Absolument. Vraiment. Absolument. Et c'est vrai ce que Voilà. disait Nadine, qu'on peut vraiment, à la lumière de ce qui s'est passé au mois d'octobre, et quand on voit nos soldats qui reviennent et comment ils reviennent, on lit le livre d'une manière tout à fait différente. Tout à fait différente. Ouais. On comprend parfaitement Eden qui, après 4 ans dans les commandos de marine, n'est plus le même garçon. On comprend la réaction de Mano qui, après avoir vu toutes ces horreurs, eh bien, réagit d'une manière, sur le début, qu'on ne comprend pas, mais bon, on peut comprendre sa réaction et elle a un certain sens logique. Bah, bravo, merci beaucoup, Cathy. Bravo encore. J'espère que l'enregistrement a été fait. Gérard, es-tu là? Comme je dis, es-tu là? Es-tu là? Je l'entends plus. Ah, s'il est là. Ça y est, c'est bon? Je t'entends pas, Gérard. Ton micro. Bon, je pense que j'ai enregistré. Maintenant, le problème, c'est que pour récupérer, je vais le récupérer non pas avec le lien, C'est donc ça. un film. Donc ça va être lourd. Donc je vais te l'envoyer par Là-bas. oui Bon, transfert.
ensuite, une heure. tu fais à faire. Ok, sans problème. L'important, c'est qu'on l'ait, non pas en Dropbox, mais en vidéo ou comme tu Voilà, peux. c'est ça. Absolument, Gérard. Bon, tu as suivi un peu, tu veux pas poser de questions? Non, franchement, j'ai pas suivi. Il y a 2 heures Aïe. gratuites. J'étais au téléphone. Plus garantie, Ah là 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 là. il y a 2 Parce heures qu'il gratuites. travaille entre-temps. Bon, allez, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Bonne Et journée. c'était super. Merci, Cathy. Quoi dire? Merci, Merci, merci à Cathy. vous. Merci, Bon, bye. alors la semaine prochaine, si j'ai des nouvelles de Natania, qui, l'une d'elles du comité de lecture, a un livre à nous proposer, c'est bien, autrement on n'en aura pas. Le 18, pas de rencontre. Peggy, Le 25, c'est pourri. Et Peggy, le lundi d'après, on verra si on peut ou pas, je ne sais Peggy, pas. Peggy, Oui, peut-être que parmi les gens qui assistent donc à l'atelier, il y a des gens qui ont lu un livre et qui ont envie peut-être de le présenter. Peut-être c'est une bonne chose, non? Je sais voilà, pas. mais c'est vrai que je le demande souvent, que je n'ai pas demandé aujourd'hui, mais je renvoie un message et pour demander, je supplie même que quelqu'un fasse comme Cathy. Oui. Donc, si vous avez lu un livre, que vous avez été vraiment touché par ce livre et que vous souhaitez donc vraiment essayer de passer un De message à transmettre. travers ce livre, etc., et puis présenter le livre, il faut le faire, quoi. C'est un atelier qui est ouvert. Il ne faut pas être Qui est spécialiste. ouvert, c'est un échange entre nous. C'est Voilà, ça. c'est ça. C'est C'est pour ça ça. que je dis, c'est important. Si vous avez, il y a toujours quelqu'un qui a sûrement lu un livre et qui a été un moment, un tournant pour lui. Et ben, ce sera l'occasion Exact. de le présenter. Eh ben, Voilà. écoutez, j'espère que tes paroles passeront mieux que les miennes et j'attends, ben, je renvoie un message dans les rencontres. Merci à tous, merci beaucoup Gérard, merci Cathy, hein, plus que jamais, Allez, au et revoir. à très bientôt. Très bientôt. Au Allez, revoir. au revoir, au revoir.